Non, on ne ressent pas ce sentiment d'impuissance quand on est un homme comme ça, un beau matin, parce que ça nous est tombé dessus. Non. Non, il n'y a rien d'exceptionnel à avoir un jour croisé un PN. Il y en a tellement, il y en a depuis tellement longtemps que c'est devenu quasiment courant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un homme, quand on est une femme, et qu'on sort d'une relation toxique, on a tendance à croire qu'on est tout seul. Personnellement, quand la mère de mes enfants est partie, j'ai mis peut-être 3 semaines à me lever réellement. Je n'arrivais même plus à sortir de mon lit. C'est une période affreuse pour moi. C'est une période qui m'a lessivé. J'étais lessivé physiquement, émotionnellement. J'arrivais même plus à savoir si j'avais envie de quelque chose ou pas, si j'avais ne serait-ce qu'envie de me lever, j'en savais plus rien. Et en fait, ce manque, ce vide immense qu'on ressent après une relation toxique, ce qu'on pourrait imaginer en fait que c'est de l'amour, que c'est un manque au travers de... Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est ce qu'on appelle un conditionnement émotionnel. C'est vraiment important de l'entendre, c'est un conditionnement émotionnel. On a été conditionné à un moment à ce que cette rupture nous amène à cette émotion, à cet épuisement. Et c'est normal. Alors aujourd'hui, je te propose dans ce numéro de podcast, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce manque est si puissant. Et puis on va surtout essayer de voir c'est comment est-ce qu'on peut en sortir. Ok. J'ai divisé cet épisode en 3 parties. La première partie, ça va être vraiment pourquoi le vide, ce vide-là, il est aussi douloureux. Qu'est-ce qu'il y a derrière, et voilà. La deuxième, c'était il y a plus de 10 ans, il y a encore un truc de... Ce que ce vide veut réellement dire, en fait. Comment se libérer de ce vide et se reconstruire. Ça, c'est la dernière partie. Ok. Bon, allez. T'es prêt? C'est parti. Alors, quand on est dans une relation toxique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit pas de l'amour, mais on vit une dépendance affective. Okay, une dépendance émotionnelle. Être en relation, dans n'importe quel couple, ça va à un moment ou à un autre. Il y a plusieurs phases en fait. On va reprendre dans l'autre sens plutôt. Il y a plusieurs phases. La première phase qui dure entre 6 mois et 3 ans. Ok. C'est la phase dans laquelle qu'on appelle... Oh putain. Là, émotionnellement, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. C'est le coup de foudre. Ok. C'est le moment, la première phase, c'est le coup de foudre. C'est le moment où tu es subjugué par l'autre. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, elle est belle, elle est intelligente, elle a... Waouh! T'es subjugué. T'es attiré par elle. Et en fait, tes hormones vont envoyer à ton cerveau toutes les qualités de la personne. Et à ce moment-là, le but, c'est d'oublier tous ses défauts. Waouh, c'est génial, hein. Ça, dans le but, simplement, qu'on arrive à se reproduire. Le but de tout, c'est de se reproduire. Point. On est des mammifères, on est là pour se reproduire. Point. Donc, quand on rentre dans une relation, la première chose, c'est on est subjugué, mais on n'est pas amoureux. On n'est
pas amour. C'est pas de l'amour. L'amour, il arrive beaucoup plus tard. L'amour, là, on est dans la passion. La passion, c'est ce qui fait souffrir aussi. Je rappelle, passion, passionnat, l'instrument de torture des Romains, d'accord? Passionnat, la passion, c'est la souffrance, en fait. Donc, la première phase, c'est une phase de souffrance. C'est une phase dans laquelle tu vas rentrer dans une relation. Ton but, c'est de savoir si la personne qui est en face de toi, c'est la bonne ou pas la bonne. Donc, les 2 à 3 premières années, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des équilibrages qui vont se faire. Il y a des couples qui vont commencer. C'est du miel, c'est du feutre, c'est magnifique. Et puis au bout d'un an, ça commence à s'étioler un peu. On commence à se rendre compte que l'autre n'est pas vraiment ce qu'on pensait. Et puis au bout de 2 ans, c'est encore un petit peu plus. Et puis en général, avant la 3e année, on a vraiment fait le tour. Et là, on se dit, ok, est-ce que oui ou non, je vais pouvoir faire ma vie avec cette personne? Ça, c'est la phase numéro 2 qui commence. Là, tu connais la personne. Tu connais ses qualités. Tu as malheureusement commencé à voir ses défauts. Tu as commencé à voir ce qui va se passer vraiment dans ton couple, en fait. Alors, il faut juste savoir que ce qui se passe dans les 3 premières années, c'est ce qui va se passer dans les 30 d'après. D'accord? C'est un petit peu comme toi, quand tu étais un petit enfant, toi, avant 3 ans. Avant 3 ans, ça va conditionner tout le reste de ta vie. Bah, c'est un peu pareil dans le couple. Les 3 premières années vont conditionner tout le reste de ton couple. Le problème dans les relations toxiques, le problème avec les pervers narcissiques, c'est que ces personnes, pendant ces 3 ans, souvent, elles se cachent. Alors, il y a 2 écoles. Hein. Attention, je vais faire des généralités, mais moi, j'ai vraiment eu une personne d'un côté, j'en ai rencontré 2. 3 en fait, mais la 3e, j'ai tellement démasqué. Elle avait pas le niveau intellectuel suffisant pour que je puisse lui dire, pour qu'elle puisse me dire ce que je devais faire. Donc ça n'a pas duré longtemps, donc on va en regarder 2. D'accord? On va regarder 2. La première, qui m'a clairement montré du départ que elle avait de l'intérêt pour moi. Elle m'a mis sur un soi-disant piédestal et elle m'a encensé. De l'autre côté, une famille qui faisait exactement l'inverse de ce qu'elle faisait. Il y avait du départ une dichotomie entre elle et sa famille. Ça marchait pas. Ça tombe bien, elle était à ce moment-là en conflit avec sa famille. Normal. Elle était jeune, j'étais jeune, tout allait bien. On a avancé. Et pendant les 3 premières années, ça a été, comment dirais-je, beaucoup de signes précurseurs de ce qui allait se passer après. De mon côté, je n'avais pas du tout envie de rentrer dans cette relation. Clairement. Et elle faisait tout pour me faire rentrer dans la relation. J'aurais pas dû écouter, j'aurais dû m'écouter moi. Mais bon, je l'ai pas fait. Je prends ma responsabilité. J'aurais pu me barrer 50 fois, je l'ai pas fait. Ok. Mais non, pêche que ces 3 années m'ont donné exactement tout ce qui allait se passer pendant les 12 années d'après. Ouais. Ça marche comme ça. La deuxième, elle... Mais les 3 premières années, ça a été calme, ça a été doux, c'était de l'intelligence, c'était de la communication, c'était beaucoup de compréhension, on avait les mêmes goûts, les mêmes hobbies, on avait envie des mêmes choses, et j'avais l'impression de ressentir de l'amour. La deuxième fois, par contre, ça n'a pas été la même, puisque j'avais déjà eu la première expérience. Et puis, du coup, la deuxième fois du départ, j'ai eu les signaux, les red flags qui sont arrivés. Sauf que je ne me suis pas écouté du tout une fois de plus. Mon instinct m'a dit du départ, Bertrand, n'y va pas. Je dis bien, mon instinct du départ m'a dit, n'y va pas. Alors, à l'époque, je m'étais, c'est une folle. Aujourd'hui, je dirais, c'est une narcissique, sans remise en question, qui avait besoin d'un homme pour justifier certains de ses comportements.
un PN. Mais n'empêche que c'est deux histoires différentes, avec deux types de PN différents. Donc d'un côté, on a le PN qui va tout de suite mettre waouh, qui va te mettre, qui va te faire semblant de te mettre sur un piédestal, qui va te monter en fait, qui va commencer à te monter. Et l'autre qui va tout de suite arriver, qui va commencer par descendre. Les deux existent. Les deux ça marche très bien d'ailleurs. Le premier ça se voit pas tant que ça en fait, on y croit vraiment. Le deuxième on y croit beaucoup. On voit bien ce qui va se passer surtout. Mais n'empêche qu'on reste dedans. On reste dedans parce qu'en fait, la façon dont le pervers travaille sur toi fait que tu vois. Tu le vois, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Donc, la relation toxique, on ne vit pas dans l'amour. On vit dans quelque chose qui ressemble à l'amour. Et quelque chose qui est beaucoup plus addictif que l'amour. Ouais. Ça va créer une dépendance affective. Parce que quand le PN n'est plus là, quand avec la première personne, je crois qu'on a dû se séparer 7 ou 8 fois. Ouais. En tout, c'est tout 8 fois. Avec la deuxième personne, sur 15 ans. La deuxième personne, on s'est séparé 7 fois en 5 ans. Ouais. Mais bon, la dernière fois, c'était la bonne. Et la dernière fois, j'ai compris, en fait, pourquoi je vivais à chaque fois ça. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Quand on quitte le PN, on va pas se mentir, il y a un vide qui est extrêmement douloureux. Ce vide, il vient de la pression que nous a mis le PN sur nous pendant des années. Pression mentale, pression physique, pression émotionnelle, qui fait qu'à un moment, on t'a plus cette pression sur toi. Imagine, toute ta vie, t'as eu un sac de 50 kilos sur le dos. Ouais, je prends un peu lourd exprès, hein. Même pour moi, c'est lourd, hein, 50 kilos. C'est pas mal, hein. Ok, 50 kilos, ça fait... Tu passes 10 ans avec un sac de 50 kilos sur les épaules. D'un seul coup, on te l'enlève. Tu tombes. Tu tombes parce qu'en fait, tu n'es plus habitué physiquement, mentalement et émotionnellement. Tu n'es plus habitué en fait à être sous ton propre poids. Tu n'es plus habitué à réfléchir par toi-même. Tu n'es plus habitué non plus à gérer tes propres émotions. Et souvent, le PN prend en charge des pans de ta vie pour que tu dépendes de lui. Bon, c'était l'administratif, etc. Mais bon, ça c'est... Du coup, quand ça s'arrête, c'est comme si on t'enlevait le sac de kilos au bout de 10 ans. C'est un sevrage complet et brutal. Et donc, ça va te déstabiliser à tous les niveaux de ta vie. Il faut savoir que la psyché humaine est faite pour être capable de changer à peu près 15 à 20% maximum par an. Un changement de maison, t'es déjà à 20%. Changement de voiture, t'es à 15%. Changement de partenaire de vie, t'es à plus de 30%. Parce qu'il va dans tous les autres aussi. Donc le changement de partenaire de vie, c'est quand même l'un des trucs les plus difficiles à vivre. Avec le changement de travail. Le changement de travail, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être très compliqué parce qu'en fait, on va changer pas simplement le cadre, pas simplement on va changer de collègue, on va changer de plein de choses. Ce qui fait que ça comprend plus de 20%. Donc, c'est des choix qui sont difficiles à faire. Et si la même année, tu te fais virer, ton taf te vire, t'es plus capable, tu te sens plus capable de voir tes enfants, donc tu prends un petit peu de recul, etc. T'as une passion que tu mets de côté parce que tu vas pas bien. Et ben on a atterri sur des 60-70% de changement de vie. Et tu changes de lieu de vie, évidemment. Okay.
Ça s'appelle un divorce. Ça s'appelle un divorce. Et quand en plus il y a une pression supplémentaire, t'as l'impression qu'il y a 200% de ta vie qui sont partis. Donc c'est normal. C'est complètement normal. Il y a une deuxième chose qui est importante à comprendre avec les PN, c'est que les PN vont jouer sur nos propres peurs et sur nos façons à nous de fonctionner. Un PN avec une personne, j'ai envie de te dire, bien dans sa peau, ça fonctionne pas. Un PN avec une personne normosensible, ça fonctionne pas. Une PN avec un PN ou une PN avec une personne qui connaît sa valeur, qui connaît ses valeurs, qui connaît ses besoins, qui connaît... ça fonctionne pas. Qui connaît ses limites, ça fonctionne pas. Parce que le PN, lui, il va appuyer toujours là où ça fait mal. Donc s'il n'y a rien qui te fait mal, tu peux plus rencontrer de PN. Et d'ailleurs, souvent, quand les personnes comme les PN passent leur vie à dire « Oui, mais t'es pas assez, t'es trop... » Donc, les personnes qui sont en face d'eux sont, la plupart du temps, des hypersensibles. Ces hypersensibles, ils ont quoi comme réflexe? La remise en question. Et quand on se remet en question, bah, on va travailler sur soi. Et comme, on va pas se mentir, 80% des PN sont des hommes, c'est pour ça que nos cabinets sont blindés de femmes dont les mecs leur disent « Non, mais t'es trop conne, va voir ton psy, mais t'es malade dans ta tête, mais t'es moche, t'as grossi, t'as pris 50 kilos depuis que je te connais, etc. Ok. Ce qui peut aussi arriver chez les femmes. Hein. Les femmes aussi peuvent dire ça à leurs hommes. T'inquiétez pas, elles sont dotées d'à peu près les mêmes capacités de nuisance que les hommes quand elles sont des PN. Ok. Donc, quand on n'a pas de limite, quand on n'a pas confiance, quand on n'est pas sûr de nous, quand on n'a pas des limites bien définies, ok, ce qui va se passer, c'est que ce manque de confiance en nous, on va mettre un gros truc, le gros paquet, ça va s'appeler le manque de confiance en soi, va faire qu'on va chercher sans arrêt l'approbation de l'extérieur. En tant que, on va dire, proie potentielle d'un PN, l'une des premières choses que tu vas chercher le PN, c'est à ce que tu fasses valider, toutes tes actions, toutes tes pensées. Et en tant qu'hypersensible, qui a ce besoin viscéral de se remettre en question, et ben, valider ses pensées vers l'extérieur, c'est très important. C'est le fameux « non mais je sais pas faire de choix ». Alors, les PN non plus ne savent pas faire de choix, d'accord? C'est juste que quand ils te demandent de faire un choix, c'est parce qu'eux ne sont pas capables de le faire. Donc, quand ils valident tes choix, ok, c'est parce qu'eux ne sont pas capables de faire des choix. Donc, cette validation extérieure, elle est primordiale. Mais elle est due à quoi? Pourquoi les hypersensibles ont ce besoin de validation extérieure? Simplement parce qu'en fait, on se sent pas suffisamment sûr de nous. On n'a pas confiance en nous, en fait. Et on va avoir tendance à se dévaloriser, on va avoir tendance à pas accepter de recevoir autant qu'on donne, etc., etc. Du coup, ça va créer ce besoin de validation extérieure qu'on va remettre, et on va remettre tout le pouvoir dans les mains du PN. Pour moi, la première personne avec qui j'étais n'était pas un PN. C'est toujours pas un PN. Mais dans notre couple, j'ai créé ce PN parce que, pas sûr de moi, gros trauma qui était complètement enterré, est enterré vivant. Hein. Donc le problème des enterrés vivants, quand c'est des traumas, c'est que t'as les séquelles. Ah, comment dire, t'as le son mais t'as pas l'image, quoi. Donc c'est un peu chiant. Mais du coup, ça crée chez moi aussi des troubles qui étaient très forts, qu'elle comprenait pas, moi non plus d'ailleurs. Et qui fait qu'à un moment, elle s'est un petit peu... elle s'est un peu lâchée en fait sur certaines choses. Mais à la base, c'est pas un PN. Je le redis, c'est pas un PN.
Mais en tout cas, du coup, quand on se sépare de ces personnes, eh ben, il manque cette validation extérieure. Et comme cette validation extérieure nous a donné notre valeur, en fait, eh ben, on se retrouve sans valeur. On sait pas, on connaît pas nos besoins, puisqu'on a toujours fait selon les besoins des autres, des PN, des enfants, des parents, des ceci, des cela, etc. Donc l'idée c'est vraiment, ok, cette peur du vide, elle vient de là en fait. Elle vient de ce besoin qu'on a dans un premier temps, qu'on a donné tout le pouvoir à l'autre. Et donc on se retrouve avec ce pouvoir sans savoir comment faire. Et ça crée un vide en fait, parce que qui va aujourd'hui nous dire quelle chemise je porte, si je dois ou pas, enfin voilà, manger ceci, cela. Ça, quand on a été avec un PN, on ne sait plus faire. Et j'ai envie de te dire, c'est ok. Ah, pardon, c'est ok. Et on va voir pourquoi après. La troisième chose qu'il faut bien prendre en compte par rapport à ce vide, c'est les blessures qui ont été activées par la séparation. Donc une blessure, il y en a au moins 5, moi j'en compte 7. Bon, on va déjà garder sur ces 5. Les 5 en tout cas dans la séparation, ces 5 peuvent revenir. Le rejet, sentiment d'être inexistant. Okay. Donc si d'un seul coup, tu avais déjà l'impression de ne pas vivre dans ton couple, 1, 2, 3. Si déjà tu avais l'impression de ne pas exister dans ton couple. Voilà. Quand il n'y a plus de couple, tu n'existes même plus dans pas le couple, quoi. Quand tu n'existais pas dans un couple, derrière, c'est encore plus difficile d'exister quand il n'y a pas de couple. Ok. Ça, c'est le rejet. L'abandon. L'abandon, c'est souvent le vide, en fait. L'abandon, c'est la peur que tu me laisses sans me laisser d'adresse, en fait. C'est quand même le trauma et la blessure la plus partagée de l'humain. D'accord ? La blessure de base de l'abandon, c'est quand on coupe le cordon et qu'on se sépare du corps de maman. Okay ? Qu'on devient autonome. L'abandon, c'est la blessure de l'autonomie. C'est je ne suis pas prêt à être autonome. Bon, quand on se sépare d'un père narcissique qui nous a expliqué pendant des années t'es mon troisième enfant, mais t'es pas mature, mais t'es pas ci, mais t'es pas ça, l'abandon, elle est énorme. Il est énorme l'abandon. Okay. Le gap à franchir est énorme. Humiliation. Troisième blessure, l'humiliation. Bon, c'est toutes les insultes, hein, on va pas se mentir, hein, c'était con, t'es con, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un mec pareil, etc. etc. Dans l'humiliation, il y a aussi souvent l'impression d'avoir échoué. J'ai tout fait pour sauver mon couple, ouais. J'ai tout fait pour ma famille et mes enfants. On reviendra sur j'ai tout fait. L'impression d'être faible aussi, d'avoir pas réussi, ça se donne ce sentiment d'échec qui est très fort. La trahison. Quatrième blessure, la trahison. La colère face au manque de respect. Souvent, la trahison, quand on sort d'une relation toxique, on la sent après. C'est tout ce que j'ai pas vu. Les tromperies, les cachotteries, les secrets, voilà. Ça, c'est la trahison. Le monde secret dans lequel l'autre ne voulait pas que tu rentres. Attention, on a tous droit à notre jardin secret, mais quand tu es en couple, que tu vis ensemble et qu'il y en a un qui dit non mais tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent sur moi, machin, etc. Et qu'en fin de compte, il a un compte en banque qui est plus que rempli, ça peut être de la trahison. La trahison, c'est aussi, je te cache ma vraie identité, je te cache qui je suis vraiment. Pendant la première année, je suis une nana bien, je suis un mec gentil, super, voilà. Il y a deux, trois signaux, 2-3 red flags, mais tu les vois pas. Tu les vois pas tout de suite. Et là, tu te trouves, paf, tu sors cette relation et tu te rends compte de tout ce que t'as pas vu, en fait. Ça, c'est la trahison.
Enfin, l'injustice, la cinquième. L'injustice, c'est la frustration de ne pas avoir d'explication. C'est pourquoi moi aussi. Pourquoi moi? Et ça, on va y revenir un peu plus tard parce que c'est important. Ce pourquoi moi, il est hyper important parce que pourquoi moi, il appuie directement sur la blessure d'injustice qui est la blessure principale des hypersensibles et des hauts potentiels. Et ça, il faut vraiment se comprendre que l'injustice chez le haut potentiel, chez l'hypersensible, elle vient d'une seule chose. Je suis différent. Pourquoi je suis différent? Pourquoi je ne pourrais pas réfléchir comme les autres? Pourquoi je n'ai pas la même vie que les autres? Pourquoi? Ça, c'est l'injustice. Toute cette injustice, tu la revis le jour où il part, où elle part, ok? Parce qu'en fait, souvent, tu ne sais même pas pourquoi. Tu as fait tous les efforts possibles, imaginables, pour que ce couple fonctionne et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu étais avec un PN. Du coup, le vide, évidemment, quand on appuie sur toutes ces blessures, hein, on parle de blessures de l'âme, okay, blessures psychologiques, ces blessures, elles vont appuyer sur un truc qui s'appelle les traumas. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans le couple, même si tu l'as rencontré à 18 ans, tu as eu une vie avant. Okay, cette vie, c'est simple, elle t'a amené des épreuves. Ces épreuves, c'est des douleurs. Ces douleurs, tu as eu du mal à les gérer. C'est ce qu'on appelle des traumatismes. Traumatisme, quand l'émotion, elle est trop forte pour toi. Et tu sais pas comment gérer parce que t'es pas mature émotionnellement pour le faire. Le truc, c'est que la psyché, elle évolue pas obligatoirement en même temps que ton âge. Un trauma que tu as vécu à 3 ans, tu vas le revivre plus tard. Tu vas le revivre à 6 ans, à 10 ans, etc. Parce qu'en fait, tu as besoin de le guérir. Tu as besoin de comprendre pourquoi il est arrivé. Et pour comprendre pourquoi il est arrivé, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le revivre jusqu'à ce que tu sois capable de le transcender, d'en faire quelque chose. Et pour ça, rien de mieux que l'expérience, évidemment. Donc, tu vas régulièrement revivre les mêmes émotions parce que ta psyché a besoin de les revivre. Donc, ce vide, il fait peur parce que, évidemment, ça appuie sur tout ce qu'il ne faut pas. Et du coup, c'est douloureux psychologiquement parce que ça appuie sur tous les boutons possibles imaginables. Ça appuie sur sur tes blessures, ça appuie sur le vide intérieur que ça laisse derrière toi, ça appuie sur tout ça. Mais en fait, ce vide, c'est comme ça que nous on le vit. C'est-à-dire que la première phase qu'on doit absolument vivre quand on se sépare d'un PN, quand on sort d'une relation toxique. Alors, je vais remettre ça aussi très simplement. C'est pas parce qu'une relation toxique ne veut pas dire que tu as été avec un PN. Une relation toxique veut dire que tu t'es laissé embrigader dans une relation dans laquelle tu n'avais plus du tout de contrôle sur toi-même, sur tes pensées, sur ta vie, dans laquelle tu t'es fait détruire psychologiquement parce que t'as pas du tout joué le jeu du couple. Ok ? Un couple, c'est 2 personnes qui créent ensemble une vision, qui mettent en place une vision et qui vont au bout de cette vision ensemble. Quand dans le couple, il y a un membre défaillant qui ne va pas dans cette direction, ça devient un couple toxique pour les 2 personnes. Souvent d'ailleurs, dans les couples seulement toxiques, mais bien le seulement toxique, t'as 2 personnes qui ne sont absolument pas PN, mais les 2 ont l'impression que l'autre est un PN. C'est assez classique. Ça devient de plus en plus classique, et c'est normal en fait. C'est pas parce que ta relation a été toxique que la personne est un PN. Le PN, c'est vraiment j'ai envie de dire une maladie mentale. C'est vraiment quelque chose. C'est une névrose. Ça fait partie des névroses.
Donc on est tous névrotiques, hein. Mais c'est vraiment une névrose particulière, avec des symptômes particuliers, des signes particuliers de choses, de comportements en fait, qui sont pas adaptés au couple. Non. Quand les deux vont dans un couple toxique, on peut avoir deux personnes qui sont absolument ni l'une ni l'autre. Je sais pas pourquoi ça arrête pas. Ni l'une ni l'autre des PN. Ok. Qui vont vivre ensemble une relation qui ne leur convient plus. Ça, c'est un couple toxique. Et le couple toxique, il y en a plein. Il y en a plein parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils se sont mis ensemble. J'avais 18 ans, j'étais belle, il en avait 20, il avait une voiture, j'étais contente. Voilà. Il y en a qui ont un petit peu, qui sont allés un peu plus loin. J'ai entendu des j'avais 18 ans, fallait absolument que je parte de chez moi parce que c'était l'enfer en fait. Voilà, je me faisais pas tabasser par mon père, ma mère était tellement toxique que j'en pouvais plus. Il est arrivé, il m'a dit allez viens, monte dans la voiture, on va chez moi, et je l'ai suivi en fait. Un an plus tard on était mariés, 2 ans plus tard on avait 2 gosses quoi. Ok. Et au bout de 15 ans, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de toxique. Non, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est juste que t'as pas réglé tes problèmes avant de rentrer dans ce couple. Et donc bizarrement, tu vas faire un premier divorce, tu vas rencontrer une deuxième personne toxique, tu vas te rendre compte au bout de 5, 6, 10 ans que c'est une personne toxique. Et au fait, c'est simplement parce que à l'intérieur de toi, il y a ce schéma répétitif des personnes toxiques. En fait, ce vide, pour de vrai, c'est un appel à la reconstruction. Mais pour vivre cette reconstruction, il faut d'abord comprendre qu'il va falloir se déconstruire. Il va falloir d'abord, accepter que soit j'ai été victime d'un PN, et c'est ok. Soit, 2, si j'ai été victime d'un PN, c'est que moi, j'attire ça. Pourquoi j'attire ça? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai dans mon inconscient pour attirer ça? Moi, c'était l'abus. Okay. Moi, j'ai été abusé quand j'avais 9 ans. Donc, j'ai revécu l'abus dans tous mes couples. Okay. Ces couples m'ont apporté des choses, évidemment. C'est génial, certaines choses. Il y a des choses qui ont été affreuses. Mais j'ai vécu dans tous mes couples de l'abus. Toujours. Tout le temps. Parce que ça venait de ça, en fait. Ce trauma m'a apporté que j'avais tellement peur de l'abus, mais je mettais pas de nom dessus, parce que c'était un trauma qui a été enterré. Donc j'avais pas accès au trauma. J'avais juste la peur d'être abusé, sans comprendre pourquoi. Et puis du coup, quand il y a un moment, tu dis, ok, là il y a un truc qui cloche. Ça faisait 8 ans que je travaillais sur moi, ça faisait 8 ans que je faisais des choses sur du traumatisme, du coaching, de la thérapie, de l'hypnose. On était allé chercher en hypnose. J'ai une de mes ex, une excellente praticienne en hypnose qui a essayé d'aller chercher ce qui se passait. On n'a pas trouvé. Ma psyché n'était pas prête. Okay. Mais à un moment, il faut le sortir. Donc, pour se reconstruire, d'abord, il faut se déconstruire. Et pour se déconstruire, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a de construit en soi. Non, le vide, il vient du fait que, déjà, la première chose, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne connais plus tes valeurs, tu ne connais plus tes besoins. Tu ne sais plus qui tu es. Ton identité, elle est passée de nous à je. Déjà, pour des personnes qui sont en couple classique, passer de nous à je, c'est une division. Okay. Et quand on n'est pas bien dans sa peau, la division se passe mal. D'accord. C'est pas une division cellulaire qui, à un moment ou à un autre, va donner un bébé, va donner autre chose. C'est d'abord une cassure. 2 atomes qui s'explosent et ça fait une énergie nucléaire. Poum. Voilà. C'est ça. Donc, cette bombe atomique qu'on vit, elle devient émotionnelle, elle devient psychologique et elle devient physique. Donc, petit 1, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es rentré dans ce couple? Qu'est-ce qui fait, petit 2, que tu as eu besoin d'en sortir? Et est-ce que c'est toi qui as eu envie d'en sortir ou pas aussi? Parce que si c'est pas toi qui as envie d'en sortir, mais que tu trouves que ce couple est toxique, ça veut peut-être dire quelque chose sur toi que tu n'as pas envie d'entendre non plus.
Donc avant de reconstruire quoi que ce soit, il faut d'abord déconstruire ce que tu as vécu. Il faut faire le bilan, il faut voir plus loin que ce que tu vois aujourd'hui. Et pour ça, tu peux pas être tout seul. Je sais qu'il y a une grande mode ces dernières années autour de l'auto-coaching, l'auto-hypnose. Ouais, alors moi je suis un grand fan de l'auto-hypnose. Mais quand j'ai un trauma qui se présente à moi, où je vois bien que c'est un vrai trauma, jamais j'y vais tout seul. Parce que déjà, tu sais pas ce qui va se passer. Parce que déjà, ton cerveau, tu peux te faire un bad trip en fait. Hein. On peut faire un bad trip en hypnose quand on est tout seul. Quand t'es accompagné avec quelqu'un, tu peux pas avoir de bad trip. Tu peux pas. Par contre, tout seul, ouais, tu peux. Donc ça, c'est hyper important. D'abord, déconstruire. Démystifier ton histoire. La découper. La comprendre. Guérir les parts qui vont pas. Si t'as eu une mère toxique, ton premier petit copain était toxique, ton mari a été toxique, et là t'arrives, t'as 3 gosses, et tu te dis putain, j'en peux plus, hein. Il était toxique. Et les autres, ah bah ils étaient toxiques aussi. Ah, parce qu'on appelle un schéma répétitif. Et il y a de fortes chances que ta grand-mère était toxique avec ta mère, etc. C'est ok. Mais ça se décompose. Mais ça, faut péter les liens, quoi. Il y a un moment, faut y aller, quoi. Si t'y vas pas, comment tu veux que le prochain, il soit pas toxique? Mais c'est pas lui qui va être toxique, c'est toi, en fait, qui n'aura pas travaillé suffisamment sur toi. Et donc, tu vas le transformer, ta manière d'être, pour qu'il devienne toxique pour toi. Parce que c'est ça, en fait. Il y a aussi cette part-là dont on parle très rarement. Là, on n'est pas dans le PN, attention. On est dans la personne lambda qui rentre en couple avec une personne qui a un schéma répétitif de toxicité dans la famille. Ok? Que ce soit un homme, que ce soit une femme. T'as un homme, toutes tes femmes sont toxiques, t'as une femme, tous tes hommes sont toxiques. Va voir dans la généalogie, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de monde là-dedans. Ok? Ça se déprogramme, hein, c'est pas un problème. Ça se déprogramme. Constellation familiale, hypnose, etc. Moi, je le fais en hypnose parce que j'aime bien ça. Après, chacun son truc. Ok. Donc là, on était dans la partie ce que ce vide veut réellement dire. Donc là, il faut d'abord que tu déconstruises et après, tu vas pouvoir reconstruire. Ok. Donc, après une séparation toxique, dans un couple toxique, okay, il y a 3 erreurs qu'on fait fréquemment. Je suis parti un peu loin, je sais. C'est pour ça que cette fois, j'ai pris un fil directeur. J'ai dit sinon, voilà. C'est un sujet qui me passionne. Je pense que ça se voit. Dans mes accompagnements, c'est pareil. Ça me passionne. Et j'adore aller chercher, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans un couple toxique? Qu'est-ce que tu as créé toi aussi? Okay. Parce que quand on fait 4 mois de coaching avec quelqu'un, quand on crée un coaching, quand on crée une relation dans un coaching, pardon, il y a un moment, la personne, elle va te dire, tu vas dire, ok, mais qu'est-ce que toi t'as mis en place en fait pour créer cette relation toxique? Le but d'un coaching, ça c'est mon propre avis. Quand on est dans du life coaching, du coaching de vie, c'est que la personne reprenne sa responsabilité par rapport à toute son histoire. Donc tu es dans un couple toxique. Qu'est-ce que toi t'as mis en place pour créer ce couple toxique? Celui d'en face aussi, il a fait pareil, hein, d'accord? C'est un jeu de con à deux, tout le monde perd et c'est génial. Mais bon, c'est comme ça en fait. Là, la question, c'est pour toi. Okay. Et quand t'es dans un couple où tu as vu que c'était plutôt un type PN, où la personne a clairement été méchante, manipulatrice, a créé autour de toi du vide, etc., etc. Là, à ce moment, la question, c'est qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour attirer ce PN? C'est quoi le diamant en moi que je n'ai pas vu, que je ne connais pas, et que le PN a vu et qu'il a voulu briser? C'est ça la vraie bonne question. Quand t'es avec un PN là, et qui te vire parce qu'il n'a pas réussi à faire ça, ce qu'il voulait, ou que tu le vires
Parce qu'il y a un truc au plus profond de toi qui dit non mais attends, c'est pas possible, cette relation elle me convient pas, ok? Quand t'en es là, dis-toi bien que c'est ton diamant intérieur, c'est cette force intérieure, c'est ton diamant intérieur qui te dit oh, hé, regarde-moi, je suis dedans. Pourquoi tu me prends pour un con en fait? Pourquoi tu me salis? Pourquoi tu veux pas me voir? Ok? Donc, quand on a été en couple avec un PN, voire des PN, parce que souvent, il y a quand même des histoires qui se répètent, la bonne question à se poser pour faire une bonne déconstruction, c'est quoi ce putain de diamant que je veux pas voir? En général, ça vient pas tout de suite. Mais quand ça vient, comment te dire, le vide il est plus là en fait, hein. Parce qu'en fait le vrai vide c'est un vide intérieur, c'est pas un vide extérieur. Comme je te disais tout à l'heure, on va tout remettre à l'autre, donc évidemment quand on reprend nos propres affaires, voilà, on repart en slip quoi. Et comme on repart en slip, eh ben on a froid au cul, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les 3 erreurs absolues qu'il ne faut jamais faire quand on sort d'une relation toxique. 3 erreurs à ne pas faire quand on sort d'une relation toxique. Petit 1, chercher une nouvelle relation trop vite. Alors ça c'est facile à dire. En human design, je te dirais qu'il y a des types qui de toute façon ne peuvent pas être tout seuls. C'est pas possible. Mais par contre, il faut que tu acceptes que ces types-là, que ces relations-là, en fait, ce qu'on appelle des relations pansement. Faut pas t'attacher à la personne, c'est pas la peine. La personne n'est pas là pour que tu l'aimes. Elle est là pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois en sécurité pour guérir en fait. Ok, t'es dans un refuge. Mais il faut en avoir conscience. Faut pas dire ah c'est bon, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Parce que ça c'est un petit peu hypersensible aussi, hein. C'est un peu HPC. Waouh, génial, j'ai rencontré une nouvelle personne. Elle est belle, elle est intelligente, ouais, comme la première en fait, hein, comme celle d'avant. Et à un moment, si t'es juste dans des relations toxiques à chaque fois, c'est que toi t'amènes ta toxicité à l'intérieur parce que tu ne veux pas aller chercher dedans. Okay. Deuxième chose. Celle-là, comment te dire qu'elle me parle beaucoup. Ouais, quand je l'ai mis, j'étais aussi un peu explosé de rire comme ça. Croire que l'autre va changer. Et revenir. Et au bout de 15 ans, tu continues à revenir alors que tu sais que c'est pas possible qu'elle change, mais c'est pas grave, tu vas quand même revenir. Tu vas quand même faire l'effort de revenir. Bah oui, parce qu'on sait jamais, des fois. Tu sais que c'est pas possible qu'elle change, mais tu y vas quand même. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ça changera pas. La personne qui n'était pas pour toi à un instant T, elle sera pas plus pour toi à un instant T plus 5 et plus 10. Attends, faut que je me rappelle du proverbe. Non, mais je me rappelle pas. Il y avait un très très beau proverbe sur les ex, mais bon. Cet espoir de retrouver l'autre, changer, non mais t'inquiète pas, je vais changer, non mais t'inquiète pas, en revenant, mon comportement va être complètement différent, je vais. Alors déjà, ça c'est la première phase. Parce qu'en général, au bout de 10 minutes, il t'a retourné le cerveau, et c'est tu vas, en fait. Hein, déjà, voilà, là c'est le PN. Là. Le vrai PN, déjà, dans une relation toxique, souvent, il y a des phases, il y a des moments où on s'entend bien, puis il y a des moments où c'est vraiment très compliqué. Ok, mais ça fonctionne pas. Ok, ces relations-là, bah écoute, elles sont épisodiques. Et comme je viens de te le dire, c'est pas à l'autre à changer, c'est à toi. Dans la relation toxique de base, c'est à toi à changer. Ok, tu ne vois pas ton diamant, bah l'autre en face de toi, c'est pas un miroir. Hein. Ah si, mais pas pour ça, quoi. Donc, si tu crois que l'autre va changer, oublie. C'est comme revenir vers un ex ou vers une ex, c'est comme si tu bouffais un pneu, tu trouves ça dégueulasse, et puis tu continues à le manger parce que tu dis, bah, il y a un moment, je finirais bien par l'aimer, quoi.
Ouais, non, c'est dégueulasse en fait. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Il y a des animaux qui mangent du caoutchouc, c'est très bien. Ok, pas moi. Moi, je peux pas. Et bah, revenir vers son ex, c'est pareil. T'es bouffé du caoutchouc. Troisième erreur, et celle-là, je pense que c'est une de celles qui fait le plus mal, si c'est non la puce. C'est éviter d'affronter ses émotions. Comme je t'ai dit, quand la mère de mes enfants est partie, je leur ai dit, c'était pas une PN, c'est moi qui crée son comportement de PN. C'était une relation toxique. Je me suis couché pendant 3 semaines. 3 semaines à avoir envie de me suicider dans tous les sens. 3 semaines à plus pouvoir bouger. T'as été cata. La vraie question est pourquoi? Est-ce que j'étais fatigué? Non. Est-ce que j'allais pas bien? Oui. Pourquoi j'allais pas bien? Parce que j'étais incapable d'affronter mes émotions. Parce qu'on m'avait jamais appris à les affronter. Parce que je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était qu'une émotion. En bon bonhomme que je suis, je ne savais pas ce que c'était qu'une émotion. Et là, j'ai appris plein de choses en fait. Et là, j'ai commencé à me former sur mon premier outil, qui était le détachement de traumatisme. Et là, il y a des trucs qui sont descendus sur ma tête qui ont été... mais j'ai appris ce que c'était qu'une émotion. Hein. Et après, j'ai appris ce que j'étais en train de vivre, c'était une émotion. Waouh. Ouais. Le vide que j'avais, c'était les 5 émotions réunies en une seule. Le vide. Donc, quand tu sens ce vide, en fait, il te dit juste, attention, t'es en train de vivre une émotion. T'es en train de vivre de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. Et c'est ok. C'est ok à partir du moment où t'as compris que chaque blessure, elle te dit quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qu'elle te dit à toi? Parce que moi, elle m'a dit quelque chose, mais toi, elle t'a dit quoi? C'est ça, en fait. Parce que quand on met tout ça bout à bout, ça donne quoi? Ça donne des crises d'angoisse. Bah oui, parce qu'en fait, comme tu sais, comme tu te braques, tu fermes la porte aux émotions. Comme tu fermes, tu fermes la porte à tout ce qui est autour de toi. Et que tu vas te précipiter sur une nouvelle relation. La seule chose qui peut se passer, en fait, c'est que tu vas dégringoler psychologiquement. Et quand tu dégringoles psychologiquement, ce qui se passe, c'est que ton psyché va augmenter le volume jusqu'à temps que ça devienne assourdissant. Et souvent, on vit dans des angoisses, si t'es cérébral, dans des peurs paniques, si t'es plutôt splénique, ou dans des émotions qui vont être complètement incontrôlables, si t'es un émotionnel. Et si t'as les deux, si t'en as 2 sur 3, émotionnel, intellectuel, tu vas vivre des angoisses avec des émotions de fou, en fait. Splénique émotionnel, tu vas faire des allers-retours entre des vagues émotionnelles qui vont te submerger. Et ça va te faire très peur, tu vas pas comprendre pourquoi, puisque tu sais pas ce que c'est. Et puis, donc des hauts, des bas, et là ton spleen est en mode, comment dire, moi je suis pas un yo-yo, hein, moi je suis un spleen. Le spleen, il aime, c'est être là, point. Pour affecter, tu seras générateur. Enfin bon, c'est un autre problème. Donc, ces 3 erreurs courantes après une séparation toxique. Comment on les évite? On en parle juste après. Tout à l'heure, je t'ai dit que ce vide, en fait, c'est pas une punition. C'est une opportunité. Parce qu'en fait, pendant toute la durée de ton couple, il y a des choses que tu n'as pas voulu voir. Dans cette histoire, tu n'as pas voulu voir ce qui se passait réellement. Tu n'as pas voulu voir que tu te respectais pas, que tu trouvais pas ta place, que tu étais toujours tout seul. Et plutôt que de te confronter à ta blessure, de je suis toujours tout seul, je suis jamais à ma place, etc., il va me laisser tout seul. T'es resté dans ce couple.
Parce que le couple toxique, faut pas rêver. Hein. À la base, c'est un couple qui est hyper avantageux. Ah bah oui. Pour notre psyché, c'est hyper avantageux. Sinon, on n'y resterait pas. On reste pas dans un couple dans lequel on n'a pas d'avantage secondaire. L'avantage secondaire, c'est l'avantage que nous, on voit pas. Mais que notre inconscient, lui, voit. Tu restes dans un couple dans lequel t'es pas bien, pourquoi? Bah, pour l'argent, parce que tu comprends, avec se retrouver avec 3 gosses dans un appartement de 50 mètres carrés, c'est pas évident. Ouais, parce que se retrouver avec un PN tous les soirs, qui t'insulte, qui te rabaisse, qui et fumer 3 paquets de clopes par jour, c'est normal. Qui t'empêche de travailler, qui t'empêche de sortir avec tes copines, qui est jaloux comme un pou, qui t'a coupé toutes tes copines, tout est normal. J'ai mis au féminin, mais ça marche très bien au masculin aussi. Hein. Normal. Tu vas plus au foot parce que tu comprends, bah, dans le mardi soir, il y a le petit qui a musique et moi, c'est. Oui, mais moi, j'ai mon foot. Non, toi, tu vas chercher le petit parce que ce soir, je peux pas. Ok, 1 fois, 2 fois, tous les soirs. Tous les mardis soirs, tu vas après. Tu vas plus au foot. Ou au basket, ou au tennis, ou au ping-pong, ou au golf. Pourquoi? Parce que t'as pas vu la blessure qui était derrière, en fait. Tu sais pas pourquoi t'es en train de faire ça, mais tu l'as fait. Parce que t'es gentil. Non, t'es pas gentil. La gentillesse n'existe pas. La gentillesse, c'est un déguisement qu'on met sur tout ce qu'on comprend pas et qui nous oblige, en fait, à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. La gentillesse est un déguisement de nos traumas, de nos blessures. Voilà. Sinon, on n'est pas plus gentil que les autres. Hein. On n'est pas plus méchant non plus. Ensuite, ce vide, la deuxième chose qu'il faut comprendre, et pourquoi c'est une opportunité, c'est parce qu'en fait, comme il nous confronte à nos blessures, il nous oblige à travailler dessus. Il nous oblige à changer notre façon de réfléchir, à changer notre mindset, comme on dit là-bas. Et ça, c'est important. Parce que cette blessure, ce vide, il est là pour t'amener, dans ta prochaine relation, à pas vivre la même chose. À pas faire vivre à l'autre cette relation toxique non plus. Parce que si tu l'as vécu, il y a de fortes chances que l'autre l'ait vécu aussi. Parce que même un PN, il n'aime pas les relations. Il n'aime pas y aller. Et s'il y va, c'est qu'il se sent obligé d'y aller. Donc si personne n'aime... Bah, si tout le monde bouffe du caoutchouc, et à un moment, ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça. Le problème, c'est que si dans toutes tes relations, tu manges du caoutchouc, c'est qu'il y a un truc que tu t'as pas compris, en fait. Et que t'es pas fait pour bouffer du caoutchouc. Et le PN, lui, il s'en fout. Il va faire bouffer du caoutchouc à tout le monde. Parce qu'il se remettra jamais en cause. Il va jamais aller voir un psy. Il va jamais aller voir un coach. Si, les coachs, ils aiment bien. Ils aiment bien parce que c'est très masculin. On a beaucoup de pervers narcissiques dans le coaching. Dans les coachs. Mais aussi chez les coachés. Beaucoup chez les coachés. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, le coaching, c'est un truc masculin dans lequel t'as pas besoin d'aller trop profond. C'est pour ça que j'y associe toujours de la thérapie. Parce que juste le coaching, c'est du mental. Et quand t'es que dans le mental, t'es pas dans l'émotion. Et tu termines en PN. Voilà. Donc, cette épreuve du vide, post-relation, post-séparation de la relation, elle est hyper importante. Elle est vraiment... J'ai presque envie de dire, c'est une épreuve initiatique. Tu vas pouvoir renaître de tes cendres. C'est le phénix. D'ailleurs, souvent, quand on sort d'une relation toxique ou avec un PM, cette image du phénix qui revient. C'est pas pour rien que les Grecs, ils ont dessiné cette image de cet oiseau qui revient à la vie à chaque fois qu'il meurt, en fait. Voilà, par le feu, etc. Par le feu, le symbole de la... Alors, pas de la pureté. Non, pas de la pureté. Le symbole de la purification. On purifie par le feu. Ok. Mais alors du coup, mon cher Bertrand, tu nous as bien intéressé dans ta vidéo là, et très sympa, hein, pour un blog c'est cool. Mais comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ce vide et se reconstruire? C'est la troisième partie que je te propose maintenant. Ok. La clé de la libération et de la reconstruction, c'est l'action. C'est la clé de la transformation. Passe à l'action, tu vas te transformer.
Un, accepter le vide comme une étape normale. Ça, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, que ce soit un burn-out, que ce soit une dépression, que ce soit tu viens de te faire virer, ok, c'est une épreuve, ok. Est-ce que tu as une main sur le fait que c'est une épreuve? Non. Donc, un, accepte cette épreuve. Ouais, tu l'acceptes. Tu dis juste, ok, c'est bon, j'ai été victime d'un PN, j'ai vécu dans une relation toxique, j'ai créé cette relation toxique. Important. Ok. Ça va permettre de créer en fait ce qu'on appelle un processus de déconditionnement. Ok. C'est pas une punition, c'est tout l'inverse en fait. Le vide qu'on vit à ce moment-là, c'est un déconditionnement en fait. Ok, t'as été pressurisé pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Il faut que tu te dépressurises. Ok, il faut que tu retrouves. Voilà, il faut que tu respires, il faut que tu puisses respirer à nouveau. Ok. Pendant très longtemps, tu vas vivre l'illusion du retour. C'est quelque chose d'important en fait. Cette illusion du retour, on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie des 3 erreurs qu'on fait, c'est on a tous envie qu'ils reviennent parce que tu comprends, il va combler ce vide. Non, il va pas combler ce vide. Il va revenir taper sur toutes tes blessures, d'accord? Donc, faut bien comprendre que chaque jour où on est capable de dire attention, ouh, c'est une illusion. Il ne peut pas revenir dans ma vie, c'est une illusion. Je coupe les ponts, physiquement, énergétiquement, psychologiquement. Ok. Souvent, on dit non mais c'est bon, je le vois plus. C'est bon, j'ai coupé les ponts avec. T'as couché avec lui combien de fois? T'as couché avec elle combien de fois? Vous avez des enfants ensemble. Vous avez... Ouais. Énergétiquement, vous êtes liés en fait. Énergétiquement, vous êtes liés pendant des années, des années et des années. Psychologiquement, vous êtes souvent encore liés. Sur tous les plans, vous êtes liés. C'est pas parce que dans le physique, vous êtes plus liés que vous n'êtes plus liés. Vous êtes liés encore et encore. La seule chose qu'il faut faire, c'est se déconditionner. Et pour ça, il y a des techniques. Il y a des techniques que j'utilise parce qu'il faut faire plus qu'un deuil. Là, c'est un deuil complet, en fait. Mais au-delà, en fait. C'est le deuil de ton couple, de ton projet, s'il y en avait un. Le deuil aussi de tes blessures, de ce qu'il est venu travailler avec toi. Je répète, de ce qu'il est venu travailler avec toi. Tu es allé travailler avec lui, il est venu travailler avec toi. Et donc, tu vas pouvoir te avancer là-dessus. Et si tu retournes vers cette personne, alors c'est que t'aimes bouffer du pneu. Je suis désolé, hein, mais c'est que t'aimes bouffer le pneu. 2, c'est que tu veux pas avancer. Et 3, c'est que tu veux pas travailler sur toi. Dans tous les cas, t'as tout faux. T'as tout faux. Et je l'ai fait. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de passer 6 mois, 1 an sans la personne. Et quand il retourne, t'as l'impression qu'il a vraiment changé. Et elle ne changera pas. Tu n'as pas encore changé. Tant que tu n'as pas changé, l'autre ne changera pas. Mais ce qui va changer, c'est surtout ton regard, en fait, sur lui. Et une fois que tu vas avoir changé, il ne pourra plus venir. Pas parce que tu l'intéresseras plus. Il ne t'intéressera plus non plus. C'est ça le but du travail. Deuxième chose, deuxième clé de transformation, se reconnecter à soi-même. Ce que je viens de te dire. On travaille sur soi, on se déconnecte de l'autre. Plus on travaille sur soi, plus on se déconnecte de l'autre. Et puis on se reconnecte à soi. Ok. Écouter ses besoins, retrouver ses valeurs, revenir dans son corps quand on peut, pratiquer l'auto-validation pour éviter l'exo-validation. Ah oui. Quand c'est les autres qui nous valident, c'est plus sympa parce qu'on a l'impression d'être... Voilà, moi je suis pas sûr de moi. En fait, non, t'es pas sûr de toi parce que tu te demandes l'avis aux autres. Si tu arrêtais de demander l'avis aux autres, tu t'auto-validerais en fait. Pour les 3, écouter ses besoins, revenir sur ses besoins, revenir sur ses valeurs, dans son corps, l'auto-validation. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup. C'est la méditation. Ouais, je sais.
C'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même génial. Troisième clé de transformation, changer son rapport aux relations. Je te le dis, j'ai mon ordinateur qui est là parce que là je me suis dit, si j'ai pas un fil directeur, je vais partir dans tous les sens. Déjà je pars un peu dans tous les sens, mais voilà. La première chose, c'est construire une relation avec soi avant de chercher une relation avec l'autre. Mais pour ça, il faut se connaître. Mais pour ça, il faut s'écouter. Mais pour ça, il faut avoir travaillé sur ses blessures. Ok. Je vais te redire ce que je t'ai dit tout à l'heure en intro. Si t'es un homme et que tu te sens toujours impuissant dans toutes les situations, c'est que t'as des traumas. Si t'es une femme et que tu te sens toujours abusée, déçue, que tu te sens toujours rabaissée, c'est que t'as des choses à travailler. Et c'est important de le faire. Deuxième rapport à changer, c'est le rapport à ces schémas répétitifs, à ces schémas directeurs de ta vie. Ok, un schéma, il est toujours directeur. S'il dirige ta vie et que tu n'en as pas conscience, alors il t'emmène toujours dans tous les murs que tu vas rencontrer. Si t'as été dans une relation toxique, si t'as été avec un PN, c'est qu'il y a dans ta psyché un schéma répétitif, un schéma peut-être transgénérationnel dont tu n'as pas du tout conscience. Et il te faut une personne, quelqu'un, moi, quelqu'un d'autre. Un bon si possible. En général, dans les personnes qui font dans le transgénérationnel, il faut quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu, qui a été formé à ça. Moi, j'ai été formé. Mais schéma directif, répétitif, transgénérationnel ou pas, si tu n'en as pas conscience, il y a un moment, tu vas te prendre des murs. Tu vas te prendre des relations toxiques. Tu vas te prendre des relations avec des PN. Parce que de toute façon, tu les attires pour travailler ça. Le schéma, il est là pour être travaillé. C'est un trauma, en fait, un peu plus gros. Ok, t'as le trauma individuel. Le trauma que tu rencontres tout le temps. C'est un schéma répétitif. Et puis après, tu as le trauma que toutes les femmes, tous les hommes répètent derrière toi. Ça, c'est un trauma transgénérationnel. Donc, si tu comprends pas qu'il y a des schémas, va voir quelqu'un pour t'aider à trouver ces schémas. Les psychologues sont très bons pour ça. Mais c'est un des trucs. J'aime les psychologues. Hein. Les très bons, je les aime. Et il y en a quand même. On peut pas dire qu'il n'y en a pas des bons, il y en a des très bons et qui savent très bien retrouver les schémas. Psychanalyste, je suis moins convaincu, mais bon, ça c'est un autre problème. On en parlera un autre jour. Travailler la confiance en soi, l'estime de soi. La confiance, c'est ce que je me sens capable de faire. L'estime de soi, c'est comment je suis capable de me positionner au milieu des autres. Okay. L'estime de soi, c'est comment je suis capable de me positionner au milieu des autres. Est-ce que je me sens au-dessus, au-dessous? Pareil. Donc, une estime de soi, elle est soit stable, soit instable. Elle est soit haute, soit basse. Une estime de soi stable, c'est une estime qui va osciller entre un petit peu haute et un petit peu basse. Voilà. C'est une personne qui est stable, charismatique, et qui est capable de comprendre un petit peu ce qu'on lui dit. Okay. Quelqu'un qui a une estime de bas tout en bas. C'est une personne qui va passer sa vie à déjà rencontrer des personnes toxiques dans tous les domaines de sa vie. C'est une personne qui va se mésestimer, qui va pas s'aimer, qui va pas vouloir comprendre. Et souvent, qui va pas vouloir travailler sur elle. Parce qu'elle voit pas l'intérêt. Non mais mes enfants, c'est plus important que moi. Enfin, tes enfants, ils iraient mieux si t'allais mieux aussi. Ah oui, ça va ensemble. Et tout en haut, c'est les mythomanes, c'est les personnes qui ont vraiment trop de... C'est un Bill Gates, un Donald Trump, un Poutine, un Zelensky, un Macron, tous ces gens qui sont tout à la tête de notre... Mais qui sont tellement hauts dans leur estime d'eux qu'ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire. Bon, voilà, ça c'est...
elle est stable, mais elle est pas bonne, en fait. Et souvent, on dit qu'une personne qui a trop d'estime de lui, en fait, c'est peut-être l'image qu'il a de lui, et peut-être que c'est beaucoup plus bas que ce que lui-même imagine, puisqu'il a besoin de rabaisser les autres pour pouvoir être à ce niveau-là. Une personne qui a une estime d'elle, on va dire, stable et bonne, en fait, il n'a pas besoin de rabaisser les autres, il n'a pas besoin de se comparer aux autres. Ouais, comparaison. On n'en a pas parlé aujourd'hui. On en parlera plus tard. Quand on travaille sur son estime de soi, quand on travaille sur ta confiance en soi, on travaille obligatoirement sur le fait d'arrêter de se comparer aux autres, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ta relation peut être toxique, et ça, moi, je l'ai vécu, c'est que tu passes ta vie à te comparer aux autres qui ont moins que toi, mais ils sont mieux que toi. Ok, bon, bah... dommage. Mais c'est comme ça. Donc dans les clés de transformation, j'avais mis des rituels, matin, soir, que tu peux un petit peu te faire de temps en temps. Je les mettrai dans la description. Bon, on arrive à 1h05, 1h06. Je vais faire la conclusion. Ok. Donc, pourquoi on a du vide? Ok. Pourquoi on ressent ce vide quand on sort d'une relation toxique, quand on sort d'une relation avec un PN? Ok. C'est parce qu'on se connaît pas, parce qu'on a peur de se confronter à ce que cette relation nous a apporté, nous a fait travailler, et que donc, comme on n'a pas envie d'y aller, on ressent ce vide. Ce vide, il est constructeur. Mais pour se reconstruire, il faut d'abord se déconstruire. Il faut aller chercher la merde qui est dans ta tête pour pouvoir nettoyer, en fait, faire un nettoyage, tout simplement. Puis, quand tu as fait ton nettoyage, tu vas pouvoir te reconstruire. Tu vas pouvoir retrouver tes valeurs, tes besoins, tes limites, etc., etc., ton auto-validation et ton auto-promotion. Tu t'aimes. Le but, c'est de s'aimer. Le but, c'est de se comprendre. Le but, c'est de s'aimer tel qu'on est, en fait. Comment tu veux aimer quelqu'un tel qu'il est si déjà tu t'aimes pas tel que tu es? Moi, j'aime pas, on peut pas aimer l'autre si on s'aime pas soi-même. Non, on peut pas aimer l'autre tel qu'il est si on ne s'aime pas soi-même tel qu'on est. Et du coup, si on ne s'aime pas tel qu'on est, le premier PN qui passe et qui nous dit « Non, mais toi, t'es pas assez, t'es trop, t'es machin », on va l'écouter. Donc, c'est important de pouvoir s'aimer tel qu'on est. Et pour ça, je trouve que le Human Design, c'est hyper intéressant. Donc, le but, c'est de se libérer pour pouvoir rentrer la prochaine fois dans une relation bienveillante, équilibrée, et qui te permet, toi, en fait, d'évoluer dans le bon sens, en fait. Et tu vas voir, alors, ça, c'est un truc... ça marche quasiment à tous les coups, hein, je suis désolé, mais quand on commence à mettre le doigt dans le travail pour soi, quand on voit comment on se sent bien derrière, comment on est plus léger, plus aéré, waouh, on n'a qu'une envie, c'est de retourner, en fait. Parce qu'on a tous des choses. Moi, au bout de 10 ans, j'ai encore des choses à travailler, et c'est ok. C'est ok. Ce vide, c'est pas un manque d'amour, c'est une opportunité de croissance. Ce n'est plus l'autre qui ne t'aime pas, c'est toi qui ne t'aimes pas assez. Tu t'aimes pas inconditionnellement. Donc, pour t'aimer inconditionnellement, c'est simple, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu te comprennes et il faut que tu t'acceptes. Et quand tu as fait ces 3 choses, que tu travailles sur tes traumas, et t'avances. Et tu rencontres plus de PN. T'en rencontres plus. Tu les vois, hein, ils arrivent, ils font je t'ai vu. Ah, tu m'as vu, bon je me casse. Voilà, c'est ça. Donc, ce que tu ressens aujourd'hui, ce vide, si tu le ressens encore, c'est juste une invitation à te déconstruire pour te reconstruire. Ok, c'est pas du tout un appel à retourner le ou la voir, c'est tout l'inverse. C'est ok, maintenant c'est fini, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, on a terminé. J'espère que ce
numéro un peu particulier t'a plu. Moi, je crois que je serais encore capable de parler au moins 2 heures, donc on va s'arrêter là. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Je vais mettre sur YouTube, je vais mettre sur Spotify pour juste l'audio. Tu me mets en commentaire. Tu me dis ce que t'en penses. Et moi, bah écoute, on se retrouve prochain épisode pour un nouveau numéro. Et je te dis bah à très vite. Si tu as envie de faire le test pour savoir où tu en es après ta relation toxique, pense à le faire. Il est toujours sur Instagram dans mon petit Linktree, et il est aussi dans le Linktree sur Facebook, mais a priori on le voit un petit peu moins, mais il y est. Je te souhaite une bonne continuation, puis à très vite.